Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Même quand je concourais à bon niveau en triathlon ou quoi que ce soit, j'ai jamais fait de podium au championnat de France. J'étais dans le dernier quart en termes de résultats et j'étais entre guillemets une fille parmi les filles. Et voilà, je concourais pas au même niveau. Je suis Solène Rigoulet et chez moi le sport est une histoire de famille. C'est ancré dans mes gènes puisque très tôt je développe une passion pour l'Olympique Lyonnais et les sports d'hiver. Passion qui évolue et grandit toujours aujourd'hui à tel point que j'aime tous les sports et ce que je préfère c'est encourager les athlètes tricolores. Ici tu entends parler de toutes les disciplines et de toutes les pratiques. Épisode très particulier aujourd'hui puisque toute cette semaine a lieu le Podcaston. C'est le gros événement caritatif des podcasts français et en tant que fidèle participante, je choisis de mettre en lumière une association dans Tribune et Podium. Aujourd'hui, je reçois Charlie, nageur et membre de Cargo Lyon, une association omnisport et inclusive. Dans cet épisode, on parle de sport après avoir transitionné, de lutte contre les discriminations dans le milieu sportif, de pédagogie et d'éducation, et on parle aussi de sport de haut niveau. Tu l'entendras en fin d'épisode, Charlie présente l'événement sportif incontournable de cet été, les Eurogames. Si tu veux participer en tant que pratiquant, tu peux encore t'inscrire. Toutes les infos sont en description de l'épisode. Je te souhaite une très bonne écoute. Ensemble, vibrons plus fort. Il y a 3 ans, je reçois un message pour mettre en lumière un nouvel événement dans le monde du podcast francophone. C'est cet événement qui s'appelle maintenant le Podcaston. Alors on m'explique que c'est un croisement entre le The Event et le Téléthon pour faire valoir le tissu associatif français. Depuis des centaines et centaines de podcasts ont parlé d'associations lors de la semaine annuelle du Podcaston. C'était mon cas aussi sur mon ancien podcast Friendship. Alors, je souhaitais continuer parce que j'ai longtemps été bénévole dans des assos et je sais qu'il est important d'en parler. Donc, mon invité du jour est un sportif, bien sûr, mais surtout, il lutte au sein d'une association qui s'appelle Cargo Lyon pour rendre le sport plus inclusif à toutes les minorités, notamment pour les personnes de la communauté LGBTQIA+. Alors, je suis ravie de l'accueillir dans Tribune et Podium pour parler de ses combats, mais aussi du gros événement qui arrive cet été. Bonjour Charlie. Bonjour Solène. Merci d'être avec moi dans Tribune et Podium. Alors pour te présenter, j'aimerais que tu me dises en une phrase quel est ton sport de prédilection et en une phrase qui tu es en dehors de ce sport. Donc je m'appelle Charlie, moi je fais de la natation au sein de Cargo. Je viens du triathlon à la base, mais c'est la natation qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Et je suis bénévole dans plusieurs associations lyonnaises sur les droits LGBTI+, et notamment les droits trans. Parfait, on est là pour parler de tout ça. Comment est-ce que tu as démarré le sport ? Est-ce que c'était quelque chose au niveau famille qui était traditionnel de mettre l'enfant dans un club Ouais, absolument, c'est exactement ça. C'est mon père qui a créé l'association sportive dans laquelle j'ai commencé la pratique. J'ai commencé le triathlon à 6 ans. Les gens sont toujours un peu choqués, ça paraît un peu jeune. Mais en fait, le triathlon, c'est pas que des Ironman, donc on peut commencer très très petit. Et donc j'ai commencé ça parce que c'était familial au départ. Ouais. Et tu te rappelles ce que tu as ressenti à ton premier entraînement, même si le triathlon, il y a un entraînement de course à pied, un entraînement de vélo, un entraînement en bassin. Tu te rappelles de ça ou pas trop ? Premier entraînement, non. J'ai des souvenirs photographiques et racontés de ma première compétition, assez traumatique. Pourquoi ? Je savais très bien nager, mais la panique qui te prend quand tu es petit, je suis resté accroché à la bouée au moment de faire demi-tour parce que ça se pratique en eau libre. Donc je suis resté accroché à la bouée du demi-tour avec un copain à moi et c'est les maîtres nageurs qui nous ont ramenés jusqu'au bord. Après on a terminé notre compétition, comme si de rien n'était, mais le début était assez mouvementé. Après, tu as continué le triathlon toute ta carrière, j'ai envie de dire. Toute ma jeune carrière, j'ai fait du triathlon jusqu'à mes 18-19 ans, en fait, jusqu'à rentrer en études supérieures. Et comme beaucoup de personnes, j'ai arrêté le sport à ce moment-là pendant un temps. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de reprendre en tant que jeune adulte ? Plusieurs choses. Déjà, je pense que j'ai besoin du sport.
pour aller bien dans ma vie. Ça me permet de cadrer un certain nombre de choses, de relâcher des tensions, voilà, de passer beaucoup d'émotions dans l'effort physique et puis aussi pour sociabiliser, pour rencontrer des gens. J'avais toujours vécu dans un club en fait, donc je sais qu'on rencontre facilement des gens, qu'on se fait des amis et tout ça dans ces trucs-là. Et tu as toujours été dans un club traditionnel finalement. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu as eu envie de passer le cap, de chercher une asso, un club plus ouvert sur les questions de l'inclusivité? Bah parce que j'ai transitionné entre-temps. C'est une bonne réponse. Voilà. Non mais parce qu'il se trouve qu'en tant que personne qui a été lesbienne à un moment donné, j'avais vécu des trucs pas forcément très cool dans mon club, notamment de natation traditionnel, avec des propos lesbophobes de la part de certaines filles du club. Du coup, je voulais pas revivre cette expérience-là. Donc en plus, post-transition, je sais que la place des personnes trans est encore plus discutée que celle des personnes lesbiennes, gays ou bi. Et du coup, j'avais besoin d'avoir le cadre le plus safe, on va dire, possible pour pratiquer mon sport sereinement et pas avoir à me faire du souci sur est-ce que je vais être discriminé, violenté dans ma pratique, quoi. Surtout que tu m'arrêtes si je me trompe, mais quand on pratique donc le triathlon, forcément on fait de la natation. En piscine, t'es quand même vraiment à nu. Et du coup, le regard peut aussi être très difficile à encaisser, probablement. C'est un sport, effectivement, qui, pour toute personne trans, c'est pas le plus instinctif, on va dire. En termes d'exposition du corps, effectivement, ça peut être très, très intimidant. Donc, c'est un frein aussi. Comment t'as entendu parler de Cargo, l'asso pour laquelle tu nous parles aujourd'hui? Moi, j'ai été secrétaire du centre LGBTI+ de Lyon. Et donc, c'est une association qui regroupe, en fait, à l'heure actuelle, 34 associations communautaires, dont Cargo. Il y a plein d'autres thématiques, mais dont Cargo au niveau du sport. Et du coup, je les avais rencontrés comme ça, j'en ai entendu parler comme ça. Et puis ensuite, j'ai un ou deux copains qui pratiquaient là-bas et qui m'en ont dit du bien. Et du coup, après une ou deux saisons à me poser la question, j'ai fini par m'inscrire aussi. Parce que du coup, si tu peux nous donner un peu les contours de l'asso, c'est quoi son objectif et qu'est-ce qu'elle propose ici sur Lyon? Du coup, Cargo, c'est une association omnisport. Donc, de mémoire, il y a une douzaine d'activités qui sont proposées, sportives et culturelles. Et c'est ouvert à tous, mais le cœur de base, c'est que c'est LGBTIAQ+ friendly. Et du coup, c'est une association qui, de manière générale, veille à ce que toute personne ait accès à une pratique sportive dans le cadre le plus safe possible. Donc, au-delà des personnes LGBTQIA+, c'est aussi ouvert pour les personnes en situation de handicap, avec pas spécifiquement des sections de parasport, mais avec des pratiques qui peuvent être inclusives dans la plupart des sections, avec actuellement des formations sur la transidentité, avec actuellement aussi un travail qui est fait sur les questions de racisme et des choses comme ça. Enfin voilà, plein de travaux pour qu'il y ait le moins de discrimination possible au sein de l'association et que tout le monde puisse venir pratiquer tranquillement. Et donc toi, au sein de l'asso, tu travailles notamment sur la transidentité et la pratique ouverte à tous. Comment est-ce qu'on travaille là-dessus? En l'occurrence, Cargo a fait le choix de sensibilisation, donc avec des sensibilisations au départ ciblées sur les personnes qui sont les plus centrales dans l'association. Donc les bénévoles, en fait, les membres du conseil d'administration et du bureau, les coachs, les référents et référentes inclusion, puisqu'il y a des référents sur cette thématique-là dans toutes les sections de l'association. Et puis, hier, alors ce ne sera pas contextuel quand ça sortira, mais au moment où on enregistre, Oui, hier, on a fait une sensibilisation dite de masse avec une rediffusion sur Twitch, etc. Et là, qui était tournée vraiment vers les adhérents et adhérentes de l'association pour que tout le monde puisse avoir les connaissances basiques et le bon vocabulaire et savoir ce qui se dit, ce qui se dit plus forcément pour parler de personnes trans, tout ça. Parce que même si les personnes, certaines en tout cas, sont de bonne foi, ça nécessite un peu d'éducation. Et donc, pour éviter de violenter au sein même d'une asso où normalement on est en terrain allié, il y a quand même besoin d'éduquer un peu les gens, quoi. Oui, bien sûr, parce que l'éducation, elle n'est pas faite malheureusement par les médias, typiquement aujourd'hui, qui pour certains vont encore utiliser les termes de transsexuel ou des choses comme ça, qui sont des termes qui sont plus utilisés aujourd'hui. Voilà, donc il y a effectivement une petite éducation à faire là-dessus pour que tout le monde parte sur des bonnes bases, tout le monde ait une bonne compréhension et que les personnes directement concernées vivent pas des espèces de micro-agressions un peu tout le temps au final, parce que comme tu le dis, même au sein de la communauté, il y a des discriminations qui existent, que ce soit de la transphobie, j'ai dit tout à l'heure du racisme, le validisme pour les personnes handicapées. Enfin voilà, donc il faut travailler sur tout ça.
Donc du coup, toi, dans l'asso, tu es nageur. Oui. Tu fais partie des gens qui sont là pour pratiquer. Comment est-ce que tu as repris le contrôle des bassins, j'ai envie de dire, après ta transition et aussi peut-être grâce à l'asso ou alors peut-être juste grâce à toi et bravo pour avoir l'envie d'y retourner parce que dans le triathlon, tu avais aussi la possibilité de te dire bon, j'arrête la natation, je vais faire du vélo quoi. Je déteste le vélo. Ah bah le choix était entre course à pied et natation. Je cours un petit peu et j'ai choisi de nager en club. Voilà. Moi, je fais partie des personnes trans qui ont fait le choix d'avoir des opérations, donc au niveau du torse, etc., qui font que je suis pas visiblement trans en fait. Si on n'y prête pas attention, si on ne le sait pas, ça ne se voit pas. Et donc, pour moi, avec le corps que j'ai aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de me réapproprier justement cette participation dans les bassins. Donc, j'ai ce privilège-là, on va dire. Et après, j'ai aussi fait ce choix de réappropriation en essayant de m'approprier tous les codes d'une communauté gay, que j'avais pas du tout parce que j'ai mentionné au début que j'avais été une lesbienne. Mais être une lesbienne et être un gay, c'est vraiment pas la même chose. Et du coup, c'est vraiment un milieu dans lequel moi, j'avais envie d'aller aussi. Et je suis pas du tout site de rencontre, je suis pas forcément sortir ou quoi que ce soit. Du coup, c'était bien de pouvoir avoir cet espace-là aussi pour se développer. Donc ce week-end d'avril 2023, c'est le week-end Tigali, qui est du coup le tournoi sportif qui est organisé par Cargo initialement quand il n'y a pas les Eurogames. Et du coup, c'est un concours multisport. Voilà. Donc moi, je suis inscrit ce week-end-là en natation. Et c'est en fait du coup mon retour à la compétition, parce que j'ai fait beaucoup de compétitions en triathlon quand j'étais dans les catégories jeunes, et puis plus du tout après avoir arrêté la pratique sportive. Donc là, c'est vraiment retour à la compète ce week-end-là et ça se passe à la piscine de Vèze. À ce moment-là, c'est vraiment un rapport hyper positif à la compétition parce que j'avais par le passé fini par avoir un rapport anxiogène à tout ce qui pouvait être compétitif, beaucoup de stress en amont, beaucoup de pression de ma part et de la part de mes proches. Et en fait, à ce moment-là, j'ai atteint un niveau de je fais ça parce que j'ai envie de faire ça. Je suis là parce que j'ai envie d'être là. Je sais exactement ce que je vaux, je connais mon niveau sportif, je sais que je viens pas forcément là pour gagner quoi que ce soit, je viens juste là parce que ça va me faire du bien, que j'aime bien l'ambiance compétition, que je suis un compétiteur malgré tout, et que j'ai envie de partager ça et de partager ce moment-là. Et j'ai plein de copains et de copaines qui sont venus me supporter en plus sur ce week-end-là, donc c'est que du positif à ce moment-là. C'est pas juste une compétition parmi d'autres, c'est vraiment la compétition où je me dis, en fait maintenant, si je décide de m'inscrire quelque part, c'est parce que moi j'ai envie de m'inscrire, que ça va me faire plaisir et que voilà, je fais ça pour personne d'autre que moi-même. Et c'est quoi ta nage de prédilection ? Le crawl. Je suis quelqu'un de simple. Comme j'ai fait beaucoup de triathlon, nage en eau libre et tout ça, c'est vraiment principalement le crawl que j'aime bien faire. J'ai essayé de faire un peu de catenage là récemment en compétition, mais c'est pas. Bon, c'est rigolo quoi, mais c'est pas la performance. Donc du coup, t'es aligné sur quelle course pour ce week-end ? Alors sur ce week-end-là, je suis sur le 200 mètres et le 400 mètres nage libre. Et je me suis aussi inscrit sur les relais, qui sont toujours des bons moments à passer avec les collègues de club. Donc je suis inscrit sur le relais 4x50 nage libre, le 4x54 nage, et puis un relais fun en fin de week-end aussi. On n'est pas aussi nombreux typiquement que sur un championnat de France de natation, des trucs de mètres et tout ça. Il n'y a pas assez de monde pour faire de la qualif, donc c'est directement c'est une course. On nage une fois par course et le classement final il se fait au temps à la fin et avec la catégorie aussi d'âge. En natation, c'est divisé en catégories tous les 5 ans, 10 ans peut-être, je sais plus exactement. Et du coup, la ligne elle est tirée au sort ? Non, la ligne en fait, on indique un temps de référence au moment de s'inscrire. Et du coup, on est classé par série de la plus lente à la plus rapide. Et à chaque fois, dans chaque série, les personnes les plus rapides sont dans les lignes du milieu. Ça se passe très bien. Moi, j'ai une petite spécificité qui est que dès que je m'échauffe, si mon échauffement se passe pas bien, c'est que je vais bien nager après. Et donc là, l'échauffement, je me sens mou, mais d'une force. Un peu vaseux, ah ouais. de la veille. Non, même pas. La soirée, c'était après, donc non, mais je me sens tout mou. Enfin, les bras ont du mal à tourner, j'arrive pas à accélérer et tout. C'est un peu l'enfer. Et du coup, je me dis, ok, je vais passer une bonne compétition parce que je me connais. Et du coup, après, j'arrive pas à me rappeler. Je crois que je commence par le 400 mètres, qui se passe très bien. Je fais un meilleur temps que le temps sur lequel je suis inscrit.
Il y a du bon soutien dans le public, mes camarades aussi d'équipe me soutiennent bien, voilà, donc c'est parfait. Et puis, surtout, il y a le 200 mètres qui se nage du coup plutôt en fin de journée, de mémoire. Et du coup, sur ce 200 mètres-là, c'était vraiment une super, super course. Et c'est un format de course que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Où à la fois, c'est pas du sprint parce que je suis réaliste et j'ai pas le physique pour me, me mettre face au sprinter. Mais par contre, Moi, c'est je vois aucune de... différence entre toi et Florent Manodou. Ah bah, je pense à peine 80 kilos. Non, non, mais du coup, voilà, c'est le fait de pouvoir maintenir un effort très soutenu, de relancer à chaque virage. Tout est satisfaisant en fait dans cette course-là. Et du coup, voilà, je suis vraiment bien sur la course. Je sais que je suis en train de faire une bonne course. Je vois que je suis en train d'effacer les adversaires qui sont derrière et tout. Donc c'est vraiment super. Et ça se termine comment? Je gagne ma série. Et dans ma catégorie d'âge, je termine deuxième. Et la petite spécificité, c'est que donc, moi, je m'inscris en compétition en tant que personne non binaire. Donc sur cette compétition-là, il n'y avait pas d'autres personnes non binaires qui étaient inscrites, donc je termine premier de ma voilà. Mais du coup, j'ai demandé à aussi ce qu'on fasse un podium mixte Oui. au final, et du coup sur le podium mixte, je suis aussi premier. Voilà, donc c'était vraiment super, très euphorisant. Et du coup, toi qui allais vraiment pour reconnecter avec toi-même finalement, de faire ce que tu avais vraiment envie, c'était ton choix. Comment ça se passe après? Parce que finalement, tu as une médaille. Oui. Enfin, tu termines premier, donc c'est quand même pas rien. Ça veut dire que le niveau est là. Tu parles d'euphorie, tu partages ça avec tes proches. Enfin, qu'est-ce qui se passe après dans ta tête pour te dire j'ai peut-être envie d'y retourner en fait? Ah ouais, c'est pas j'ai peut-être envie d'y retourner, c'est je sais que du coup, à partir de ce moment-là, en fait, je suis vraiment content de gagner. Je suis très bon vainqueur, il y a aucun souci. Mais je sais aussi que je suis pas mauvais perdant. Et que même si j'avais pas gagné ou quoi que ce soit, juste l'ambiance de la journée était tellement bien que j'aurais eu envie dans tous les cas d'en refaire, et je le sais. Et voilà, donc là, je fais de la compétition. Typiquement, je suis inscrit aux Eurogames, je sais que les chances de médaille sont inexistantes quasiment, mais c'est pas grave, j'y vais parce que l'ambiance est trop bien et qu'on s'y plaît vraiment. Et j'ai oublié de préciser que l'année, là en 2023, on faisait la natation synchronisée aussi. On était un tout petit groupe de la sélection natation à faire un peu de natation synchro. Et du coup, là, au bout de, ça faisait quoi? Ça faisait 7 mois qu'on s'entraînait à peine. On a présenté un petit ballet sur la pause de midi. Tout le monde mangeait son petit sandwich dans les gradins et nous a regardé faire notre petite chorégraphie de débutants en synchro. C'était trop bien. Qu'est-ce que cette compétition-là, elle t'a procuré pour la suite? Vraiment une sensation de... C'est vraiment agréable d'être dans un club où on est soutenu, où j'ai vu tout le monde crier pour qu'on arrive premier ou qu'on soit le dernier de notre série. Voilà, donc juste cette sensation de... On est là parce qu'on a envie d'être là, qu'on a envie d'être ensemble et que ça se passe bien, quoi. J'ai refait un tournoi, en fait... Lyon organise Tigali une année sur deux, en alternance du coup avec un tournoi qui se fait à Marseille. Donc l'an dernier, on était à Marseille. Et ça s'est super bien passé là aussi. Premier? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait premier et deuxième. Et on a fait un relais, on a terminé deuxième aussi. Bravo. Ouais, c'était super. Et puis, et donc là, je suis inscrit aux Eurogames là pour le mois de juillet. J'ai un esprit compétitif, je le disais tout à l'heure, j'ai malgré tout un esprit de compétition, donc j'aime me confronter aux autres, peu importe la façon dont ça va se finir. J'aime le fait de se tirer la bourre, de se regarder avant le départ. J'aime la petite montée de stress avant de monter sur le plot. J'aime la petite préparation physique débile qu'on fait en tournant les bras très vite derrière le plot juste avant de plonger. Ça sert à rien, mais on est là, on fait ça. Enfin voilà, il y a plein de petits tics et tocs de, de compétition qui sont vraiment familiers pour moi et qui sont rassurants. Et voilà. Et puis, là, typiquement, sur la compétition de Marseille, il y a enfin des débutants et débutantes un petit peu du club qui ont osé venir avec nous sur la compétition aussi. Et c'est juste apprendre à un copain à plonger juste avant son départ, parce qu'en fait, il a débarqué là sans savoir plonger, et les juges lui disent: vous êtes obligé de plonger. Donc, du coup, voilà. Et... coup dur. Mais c'est de l'échange et c'est du partage, et c'est vraiment bien aussi. La colère fait pas écho du coup à des sentiments de ce que j'ai envie de ressentir aujourd'hui quand je fais du sport. Mais en tant que supporter, typiquement, jamais de colère. Peu importe le résultat, peu importe. Moi, je suis très fair play, très. On a perdu parce que voilà, on a été moins bon, c'est tout. C'est pas grave, ça arrive. Donc je suis pas, voilà, pas trop dans cette team-là. Par contre, personnellement,
j'ai vraiment des souvenirs de colère par rapport à des remarques que des proches ou des coachs ont pu me faire quand je pratiquais, quand j'étais jeune et qui m'ont fait me sentir à un moment donné comme si mon mauvais résultat du jour c'était de ma faute, comme si eux avaient fait tellement de sacrifices pour m'amener là et que moi je gâchais tout ça. Vraiment un manque d'empathie de la part de certains adultes dans ma vie à un moment donné qui m'ont aussi, moi, fait avoir un rapport très compliqué à la compétition, à mon propre corps, à ma propre performance, à mon état d'esprit, etc. Alors que je pense pas que c'était la bonne attitude à avoir avec un ado qui fait une contre-performance. Mais sur le moment, je sais que j'étais vraiment énervé dans l'incompréhension et que ça n'a pas aidé mon rapport sain à quoi que ce soit par la suite. Quoi. Ouais. Ou aussi le fait que tu aies arrêté à un moment donné la compétition et le sport. En partie, le fait de ne plus avoir accès à ma structure sportive de base, plus le fait d'en avoir été foncièrement dégoûté par certains adultes de mon entourage, ça a joué. Ouais. Ça n'aide pas. Sur l'excitation, c'est toujours la sensation avant un départ. C'est ce qui me vient là en premier. Je me rappelle le départ de triathlon où on est sur la plage, tous alignés, et on saute. Et là, c'est frénétique. Tout est très très crispé. Voilà, ça marche vraiment bien à ce moment-là. Mais je sais pas si c'est excitation le bon mot. Je pense que c'est plus c'est de la tension plus qu'autre chose. Donc excitation, je sais pas trop. Tu parles du triathlon, t'as jamais eu envie d'y retourner ? Si, j'en ai refait un en juin dernier là. J'en ai recouru un sur un format un peu spécial. En plus, c'était un enchaînement de 3 mini-triathlons. Donc natation, vélo, course à pied, natation, vélo, course à pied, natation, vélo, course à pied. À chaque fois, tu fais les transitions entre les différents sports. Donc tu changes de chaussures, etc. Ouais. Et y compris du coup la transition course à pied, natation pour pouvoir enchaîner les trois du coup. Et donc c'était vraiment fun parce que pareil, j'ai décidé de faire que les trucs qui me font avoir du fun, donc j'ai fait ce format-là parce que faire un format long ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. Alors que faire un format rigolo, j'ai fait ça dans ma ville de naissance avec du coup des proches, des anciens du club et tout ça qui étaient là, donc voilà, c'est vraiment tout pour le fun. Crainte de la blessure, je pense, qui a été la plus forte dans ma pratique sportive. Et qui pour le coup est très forte aussi quand je regarde un autre sport, voir un ou une athlète tomber, prendre un mauvais coup ou quoi que ce soit et voir la personne ne pas se relever, c'est toujours horrible et vraiment voilà, très très dur. Mais sur moi-même aussi, vraiment la crainte de la blessure, j'ai des blessures qui m'ont vraiment gâché des saisons et c'est à chaque fois tu te dis putain mais c'est tellement bête la façon dont ça arrive, c'est hyper frustrant quoi. Et du coup aujourd'hui j'ai cette crainte, la crainte de faire une mauvaise chute et du coup de pas pouvoir faire mes objectifs de la saison, pas pouvoir m'entraîner pendant plusieurs semaines ou quoi que ce soit. Donc j'essaye vraiment, je suis très précautionneux par rapport à mon corps, par rapport aux trucs que je porte, par rapport aux mouvements que je fais parce que je supporterais pas de pas pouvoir pratiquer, je pense. Donc voilà. Donc tu fais pas de ski par exemple ? Eh ben si. Ah. Je fais du ski mais je suis plutôt bon en ski et parce qu'en général quand on a peur de la blessure, c'est vrai que le sport qu'on évite c'est vraiment le ski quoi. Et du coup j'ai un fun fact là-dessus, c'est que quand j'avais donc 16 ou 17 ans, j'ai été qualifié au championnat de France de cross et du coup on devait aller au ski 3 semaines avant avec ma famille. Et donc, mon père m'a dit, du coup, tu vas pas faire de ski alpin, parce que risque de blessure trop grand, etc. Mais si tu veux, pour ta préparation physique et tout, en plus, on peut faire du ski de fond. J'avais jamais fait de ski de fond de ma vie. Voilà. Ski alpin, je sais que je suis bon, je me suis jamais blessé, je suis jamais tombé, voilà, je touche du bois, mais franchement, aucun problème, quoi. Mais j'ai dit, d'accord. Soit. J'avais négocié quand même 2 jours de ski alpin, je crois, en mode allez, je fais des trucs tranquilles, pas de piste noire, je suis sage. Et du coup, j'ai fait du ski de fond. J'ai pris un cours avec un moniteur qui s'est foutu de ma gueule pendant 1 heure. Ouais, c'était désagréable et j'étais mauvais et tout allait mal. Je comprends pas pourquoi. Aucun effort, quoi. Il faisait froid, c'était l'enfer, bref, voilà, j'arrivais pas à me réchauffer. Et à la fin de cet entraînement-là, mon bâton est resté coincé dans un bloc de glace, ma main était dans la dragonne et je me suis cassé la main comme ça. Et donc, je n'avais pas pu faire mes championnats de France par la suite et j'ai pas pu faire de sport pendant 6 mois. Yes. Voilà, donc j'avais juste la haine. J'ai préféré le ski alpin aussi. Ou alors une pratique encadrée par des personnes bienveillantes. Agréable. Exactement. Aujourd'hui, toi, en tant que personne trans, est-ce que t'aimerais concourir sur des compétitions traditionnelles, je mets des gros guillemets, donc des championnats de France organisés par la Fédération française de natation ou des compétitions internationales qui sont pas
des compétitions comme les Eurogames, les Gay Games, etc. Oui, évidemment, parce que déjà, ça proposerait plus de variété en termes de dates. Il y a un calendrier qui est tellement riche en FF1, en FFN, en FF3 qu'on n'a pas du tout côté fédération LGBT+. Donc, bien sûr que j'aimerais pouvoir faire plus de compétitions, mais dans le cadre actuel de restriction de l'accès à la pratique des personnes trans, moi, en tant que personne trans masculine, je suis rarement visée directement par ces politiques-là, mais c'est pas des milieux dans lesquels j'ai envie d'aller malgré tout, parce qu'il y a non seulement aucun effort qui est fait pour de l'inclusion, mais en plus il y a de l'effort conscient qui est fait pour de l'exclusion de certaines personnes trans, et c'est pas des politiques sportives que je soutiens, quoi. Dans un monde idéal, ça ressemblerait à quoi une compétition avec tout le monde ? Je pense que ça, enfin, en tout cas, la chose pour laquelle moi je suis vocal, c'est pour une compétition basée sur toujours l'autodétermination des personnes. Donc, c'est-à-dire, je me définis en tant qu'homme, et j'ai le droit de concourir dans la catégorie des hommes. Je me définis en tant que femme, j'ai le droit de concourir avec les femmes. Et éventuellement, du coup, même pas éventuellement, juste penser la création d'une catégorie qui soit en dehors de ces binarités de genre-là aussi, et créer cette catégorie non-binaire pour que les personnes puissent aussi concourir là-dedans si elles le souhaitent. Je sais que ça a été fait sur certains marathons. J'avais vu ça au marathon de, je veux pas dire de bêtises, mais de Boston, il me semble, où il y avait une catégorie du coup non-binaire avec un prize money à la fin qui était le même que dans la catégorie hommes et femmes. Voilà. Et alors, c'est peut-être moi et mon cerveau étriqué, tu vas me dire, mais tu te sentirais pas pénalisé de concourir dans une catégorie masculine par rapport aux compétences physiques ? Non. Non, je pose la question parce que je sais pas comment ça se passe. Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète, mais vraiment pas, je pense, parce que même quand je concourais à bon niveau en triathlon ou quoi que ce soit, j'ai jamais fait de podium au championnat de France. J'étais dans le dernier quart en termes de résultats et j'étais entre guillemets une fille parmi les filles, et voilà, je concourais pas au même niveau. Je fais partie de la génération Cassandre Beaugrand en triathlon, qui est juste championne olympique maintenant. Oui. Donc j'ai jamais eu le niveau de Cassandre Beaugrand, et c'est ok. Et du coup, moi, je serais pas choqué chez les hommes d'arriver aussi dans ce dernier quart là, parce que j'ai juste pas le niveau, enfin, j'ai pas le niveau physique, j'ai pas la caisse, j'ai pas ce qu'il faut pour être dans les premiers, pour être dans quelque équipe de France ou même équipe régionale que ce soit, et c'est pas grave. Voilà, c'est pas un désavantage parce que je suis trans, c'est un désavantage parce que capacité physique, temps d'entraînement, moyens donnés à l'entraînement, entraîneur spécialisé, enfin voilà. Ce qui poserait problème, c'est que un homme assigné homme à la naissance perde face à une personne trans. C'est ça la vraie problématique. Là, ce serait la loose. Parce que du coup, on trouverait une excuse parce que c'est à cause du traitement, c'est à cause de je ne sais quoi. Mais il y aura toujours une faute. Hein. C'est un peu pessimiste, mais de manière générale, c'est quelque chose qu'on se dit beaucoup, c'est que les personnes trans peuvent pas gagner dans cette situation, au sens où quand on perd, là, les gens trouvent souvent rien à redire, et ou encore parfois vont quand même dire c'est quand même pas sa place d'être ici. Mais quand on gagne, c'est pire que tout, et on a juste littéralement pas le droit de gagner. Il suffit de voir certains cas récents, mais Lia Thomas, qui est une nageuse qui nageait en team universitaire aux États-Unis et qui a été visée dès qu'elle a gagné une course sur une saison, alors que toutes les autres, elle ne les gagnait pas, mais il suffit qu'elle gagne une fois pour attirer toutes les foudres. Là, je sais que récemment, il y a un boxeur trans qui s'appelle Maoba, qui a été autorisé par la fédération de boxe à faire des combats au sein de la FF de boxe. Et en fait, l'enjeu, c'est de trouver des personnes qui acceptent de combattre contre lui. Parce qu'il y a justement cet enjeu de mecs cis qui veulent pas se faire casser la gueule par un gars trans. Enfin, genre, tout est aberrant. Et donc, en fait, vous êtes... pour ne pas perdre, jouer avec vos propres cartes, quoi, et vos propres règles. Et ne pas aller se mettre dans un jeu où, dans tous les cas, vous êtes perdant, quoi. Oui, mais en fait, on peut concourir entre nous, mais le pool, il est vite limité, quoi. Je connais pas 25 000 personnes transmasques qui font de la natation à un niveau... parce que j'ai pas un excellent niveau, mais j'ai quand même un bon niveau, et on n'est pas nombreuses à ce niveau-là, donc je pourrais pas concourir qu'entre personnes trans. Et d'ailleurs, la Fédération internationale de natation, a essayé de sortir une réglementation là-dessus l'an dernier, en disant on va créer une catégorie, on va laisser la catégorie hommes, femmes, qui sont des catégories destinées aux personnes cis, et on va créer une catégorie trans. Et en fait, au moment des championnats du monde qui ont eu lieu la même année, la catégorie trans était vide, parce qu'aucune personne trans n'a fait les minima requis pour atteindre les championnats du monde. Ça partait d'une bonne intention. Je sais même pas si ça part d'une bonne intention, parce que ça part de l'intention de dire, déjà on va mettre tous les trans ensemble. Ouais, ok. Alors déjà là, on peut faire deux catégories finalement. Voilà. Et puis alors que faire une catégorie non binaire. C'est ça. Et en fait, du coup, non,
les trans, entre gros guillemets, on dit pas ça, les personnes trans, mais ne sont pas une catégorie uniforme. Voilà. Mais là, c'était vraiment une volonté de les mettre à part. Et en plus, avec ce truc ils ont fait ça parce qu'ils avaient, comme beaucoup de personnes qui font de l'exclusion à l'heure actuelle des personnes trans, la peur qu'on vienne submerger les catégories notamment de femmes et qu'on invisibilise les femmes ou quoi que ce soit. Il n'y a personne dans cette catégorie parce qu'on n'a pas les moyens d'atteindre les minima demandés. Enfin, voilà, tout est aberrant. Au niveau des compétitions, là, tu vas nous parler des Eurogames. Avant d'entrer là-dessus, c'est quoi la différence entre les Eurogames et les Gay Games ? Les Eurogames, c'est au niveau européen, tout simplement, et les Gay Games, c'est au niveau mondial. Mais par contre, je ne sais pas, parce que là, Eurogames, on peut tous s'inscrire. Peu importe notre niveau de base, c'est ouvert aux débutants et débutantes, etc. Je ne sais pas s'il y a des minima pour les Gay Games. Okay. Je pense que oui, mais pas sûr. Et donc là, l'association Cargo Lyon est dans l'organisation, en tout cas a créé une antenne pour organiser cet été à Lyon les Eurogames. C'est quoi exactement les Eurogames ? Du coup, donc c'est Lyon 2025 qui porte le projet des Eurogames et qui est porté par Cédric Lemarié, du coup l'ancien président de Cargo. Et donc les Eurogames, c'est une compétition européenne ouverte à tous, mais donc a priori surtout LGBTIAQ+ friendly, multisport. Donc là, il y aura 30 à 35 sports à Lyon. C'est en gros 4000 athlètes qui viennent participer dans ces différentes disciplines. C'est 5 jours d'événements sportifs et d'événements comme on peut connaître pour les événements sportifs majeurs, donc une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture, un défilé des drapeaux, tout ça. Ça aura lieu où tout ça ? Alors, la cérémonie d'ouverture et le défilé des drapeaux, je crois que ce sera à la place des terreaux. Ça a été annoncé là tout début janvier. Et pour le reste, je crois que ça n'a pas encore été annoncé. Mais il y a des réseaux sociaux Eurogames Lyon 2025. Oui, il y a eu une passation déjà il y a quelques mois, peut-être même un an, lors des derniers Eurogames, où le maire de Lyon a été récupérer le drapeau de l'événement. C'est ça, parce que les Eurogames, c'est annuel, en fait. Oui, voilà, donc tous les étés, il y a des Eurogames quelque part. Et l'an dernier, c'était à Vienne. Et du coup, effectivement, il y avait une délégation lyonnaise à Vienne. Et le maire de Lyon a été sur place, a récupéré le drapeau et puis l'a ramené du coup à Lyon. Et on aura quoi comme discipline alors ? Tu n'auras peut-être pas toute la liste, mais tu peux nous dire dans les grandes lignes. Il y en a donc jusqu'à 35, il me semble. Donc il y a les basiques, toutes les disciplines cargo typiquement sont représentées. Donc natation, running, football, squash. Il me semble qu'il y a du tennis, du badminton. Il y a du rugby, il y a du roller derby qui n'est pas du coup une discipline qui est pratiquée dans Cargo. Et puis il y a d'autres sports pareil, pas pratiqués dans Cargo non plus. Typiquement, je crois qu'il y a du kayak, il y a de la pétanque, il y a de la danse. Alors de la danse, il y en a un peu à Cargo aussi. Voilà, j'ai vraiment pas du tout toute la liste. Non, mais c'est vachement bien, tu vas pas nous citer. Il y a du tir à l'arc, du tennis de table, de l'escalade. Voilà. Et donc du coup, sur cet événement-là, tu dis c'est ouvert à tous, donc ça veut dire que on soit dans la communauté active ou pas du tout dans la communauté, on peut quand même s'inscrire pour participer. Il y a un nombre limité de places. Est-ce qu'à un moment donné, vous arrêtez les jauges ? Comment ça se passe ? Alors bien sûr qu'il va y avoir un nombre limité de places, en tout cas pour certaines disciplines, ne serait-ce qu'en termes de ce que les infrastructures peuvent accueillir, tout simplement. À l'heure actuelle, il me semble qu'il reste des places pour tout. Tous les tournois, il y en a qui vont vraiment se faire sur plusieurs jours, typiquement le volley, le badminton, etc., qui brassent beaucoup de monde, qui s'organisent par poule, etc. Je sais que c'est sur 3 ou 4 jours à chaque fois, parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de monde. Donc ouais, il faut effectivement, les inscriptions sont ouvertes depuis novembre pour certaines disciplines et depuis début janvier pour les autres, donc là je crois que tout est ouvert. Et en tant que public aussi, on peut prendre des places Pour le public, je crois qu'il n'y a pas de place à prendre, en tout cas pas pour l'instant. La plupart des épreuves seront ouvertes en fait au public. Vous pourrez venir dans les gradins pour soutenir les personnes. Et puis surtout, pour voir les épreuves de près, vous pouvez devenir bénévole sur les Eurogames parce que ça va mobiliser entre 800 et 1000 personnes. Donc les bénévoles, c'est comme les athlètes, elles vont venir de toute l'Europe. Et du coup, c'est pour permettre aux épreuves de bien se dérouler. Ouais, actuellement, vous avez encore besoin de bénévoles. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr, je connais pas une association qui, jusqu'à la dernière minute, n'a pas besoin de bénévoles. Donc, Ok, et de toute façon, moi, je reparlerai de l'événement sur les réseaux de Tribune et Podium parce que c'est vrai que ça va être une grosse fête, en fait, à Lyon cet été. Donc, ça va être chouette. Tu peux nous redonner les dates ? C'est du 24 au 27 juillet, il me semble.
J'espère que je dis pas de bêtises, 24 au 27 juillet, ouais. Et aussi, important de préciser, c'est que pour les Eurogames, comme pour la pratique au sein de Cargo, c'est ouvert aux personnes handicapées. Donc pareil, c'est des événements qui sont en mixité, donc il n'y a pas d'épreuve spécifique para, mais les personnes qui font par exemple du para-badminton, de la para-natation, quoi que ce soit, peuvent s'inscrire aussi sur les épreuves en le spécifiant et du coup voilà, pourront participer aux épreuves également. Au niveau de Cargo, aujourd'hui, c'est quoi les nouveaux défis pour l'association là en 2025 ? Il y a déjà des défis qui sont en interne forcément, donc sur toujours plus d'inclusion. Donc comment est-ce qu'on assure un cadre le plus safe possible sur toutes les thématiques. Donc là, je sais qu'en ce moment, il y a un travail qui est fait sur les questions de racisme au sein de l'association. Il y a aussi en continu depuis 3 ans un travail qui est fait sur les violences sexuelles avec un processus de signalement voilà, pour que les personnes puissent aussi en parler en sécurité. Toujours inclusion handicap. Il y a un événement qui s'appelle Handicap ou pas cap qui a lieu tous les ans sur cette thématique-là, organisé par l'ASSO. Et puis après, alors, il y a des enjeux qui sont peut-être plus structurels, plus matériels, mais tout aussi nécessaires, qui sont que l'association a besoin de place. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont au sein de l'association. Il y a plus de 1200 adhérents, adhérentes cette année. On est la plus grosse association sportive du bassin lyonnais et la plus grosse association LGBT sportive de France. Et du coup, il faut des infrastructures pour accueillir, donc des créneaux en gymnase, en piscine, en dojo, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai enjeu aussi. Au niveau du grand public, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message aux gens qui nous écoutent là aujourd'hui, que ce soit pour l'association ou de manière générale sur l'inclusivité dans le sport ? Je pense qu'il y a peut-être un message à passer aux associations qui ne sont pas des associations LGBTI+, parce que typiquement sur les Eurogames, c'est porté par Cargo et les sections de Cargo, mais aussi par un tas d'autres associations qui ne sont pas des associations LGBT+, et qui là vont se former, vont être les plus inclusives possibles pour permettre une pratique safe à tout le monde. Et du coup, je pense que c'est un vrai enjeu aussi pour le futur parce que les associations spécialisées peuvent effectivement pas accueillir tous les publics. Et dans le meilleur des mondes, il faudrait que tous les publics puissent être accueillis partout. Et du coup, je pense que n'hésitez pas en tant que membre d'association, en tant que responsable d'association, à vous renseigner sur les enjeux d'inclusion, que ce soit LGBTI+, que ce soit handicap, que ce soit racisme, que ce soit accès pour les personnes aussi défavorisées financièrement, à voir ce que vous pouvez mettre en place et puis à permettre cette pratique large partout. Je pose toujours cette question-là à mes invités. Je demande si tu pouvais échanger de vie le temps d'une journée avec un ou une athlète de haut niveau. Tu choisirais qui et pourquoi ? Ça va être tellement loin de moi, mais j'aurais adoré être Teddy Riner. J'étais sûre. Mais c'est une réponse qui revient souvent. Ah ouais, mais j'aurais adoré être Teddy Riner le jour du tirage au sort là pendant la finale par équipe. Quel moment! En plus, du coup, tu viens Teddy Riner, donc tu as la même force, donc tu es sûr. Ah ouais. Il n'y a pas la peur. Non, mais voilà, j'aurais adoré ça, je pense. Et peut-être si je dois avoir une réponse bonus, j'ai vu Pauline Ferrand-Prévot gagner au jeu sur la manche de VTT et j'aurais adoré être elle, je pense, au moment où elle passe la ligne d'arrivée là. Parce que elle était en larmes, c'était tellement beau. Enfin voilà. Moi, à chaque fois que je revois les images, je pleure parce que ça représente tellement par rapport à son parcours et à sa carrière cette victoire, pas inattendue parce que clairement elle était attendue, mais enfin quoi, oui, elle avait tout et il lui manquait le soulagement ça, est immense à ce moment-là. Enfin, c'était trop beau. Ouais, clairement. Quel est l'athlète que tu aimerais entendre à ce micro? À qui est-ce que tu aimerais passer le relais? On en parlait un peu tout à l'heure, mais je pense que Gabriela Papadakis, ça serait super. Ah ouais, ça serait super. On est bien d'accord. Et pour finir, toi, en tant que supporter, puisqu'on est dans un podcast qui s'appelle Tribune et Podium, qui fait le lien entre les athlètes et les supporters, quelle est ton équipe ou ton club de cœur? Je disais, comme je suis pas très mauvais perdant, gagnant, ça, j'ai pas forcément. J'aime bien le beau sport. Moi, j'aime bien quand ça marche bien. Quand t'as dit que t'avais jamais ressenti de colère en tant que supporter, je me suis dit waouh. Ouais, c'est fou. Faut que j'apprenne de cette personne. Mais non, je suis vraiment pour le beau sport, quoi. Donc moi, en fait, au final, peu importe qui l'emporte. Voilà, j'aurais la même émotion à voir Mondo Duplantis à passer sa barre à 6,30 m qu'à voir les athlètes japonais qui gagnent enfin sur le tatami.
Ok. Pas attaché à une équipe Le spécifiquement. beau sport. Ouais. Quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est mon équipe, c'est le beau sport. C'est très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec moi dans Tribune et Podium et puis de nous avoir parlé plus de cargo et des luttes, en tout cas de ce qui se fait au niveau du sport et de l'inclusivité et de ton parcours aussi. Bah, merci à toi. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!